elle ressemble à un chameau, tout simplement, sans aucune fioriture. C'est ainsi que l'impératrice Sissi décrivit sa belle-fille Stéphanie dans son sombre journal intime. Fille du roi Léopold II, l'infâme boucher du Congo, Stéphanie grandit sous le joug d'un père tyrannique et absent et d'une mère froide et indifférente. Son enfance fut marquée par le silence, les punitions et une profonde solitude, dans un palais qui ressemblait davantage à une prison de marbre qu'à un foyer. La mort de son frère, le seul enfant véritablement aimé de leurs parents, ouvrit une blessure qui ne se refermerait jamais et scella la disparition de toute trace d'affection au sein de cette famille. Puis vint son mariage. Rodolphe, l'héritier austro-hongrois, semblait représenter une échappatoire à sa vie de souffrance, mais ce ne fut en réalité que l'entrée dans une nouvelle prison, encore plus froide, plus cérémonieuse et plus cruelle. La cour ne l'acceptait pas, son mari ne l'aimait pas, sa belle-mère la méprisait. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'histoire d'une femme forgée dans la douleur, manipulée par la politique et trahie par l'histoire. Une princesse qui ne fut jamais maîtresse de son propre destin. Si cette histoire a déjà éveillé votre intérêt, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications, car ce qui vient ensuite sera encore plus intense. La vie de Stéphanie de Belgique est un véritable drame, et vous voudrez en suivre chaque détail. Stéphanie naquit au château de Laeken le 21 mai de l'année 1864 et elle fut baptisée le même jour. Par la suite, une cérémonie officielle eut lieu un mois plus tard. Elle était la troisième fille de Léopold II et de Marie-Henriette, un couple sans amour. Son père, plus intéressé par les mines de cuivre et les ambitions impériales que par ses propres enfants. Et sa mère, une archiduchesse austro-hongroise, plus attachée aux chevaux et aux partitions musicales qu'aux soins de ses filles. Stéphanie grandit dans un palais colossal où régnait la solitude, la froideur et des protocoles rigides. Le silence dominait et les fenêtres du château restaient ouvertes toute l'année, quel que soit le temps. On disait que c'était pour fortifier la santé, mais l'effet fut tout le contraire. Le froid ne partait jamais. Son frère aîné, Léopold, était le seul qui comptait. Il était l'héritier, la véritable étoile de la famille. Mais tout changea en l'année 1869. Lors d'un hiver cruel, le petit Léopold, âgé de tout juste 9 ans, tomba gravement malade après un accident au lac du parc de Laeken. Il mourut dans les bras de sa mère. Et Stéphanie, âgée de seulement 4 ans, fut témoin de la douleur qui détruisit sa famille. Des années plus tard, elle écrivit « Le premier événement profondément gravé dans ma mémoire fut la mort de ce cher frère. La perte de Léopold n'ôta pas seulement un fils bien-aimé, elle brisa aussi ce qui restait du mariage de ses parents. Sa mère entra dans un deuil silencieux et éternel, tandis que son père s'éloigna davantage encore, absorbé par ses ambitions politiques et les lits de ses maîtresses. La tristesse devint la langue parlée dans la maison. Et le froid ne partit jamais. En l'année 1871, Stéphanie tomba malade du typhus. Une fièvre très élevée la mena au bord de la mort, et la peur de perdre une autre fille envahit le foyer. Mais, par miracle, un médecin inconnu suggéra des bains froids, et Stéphanie survécut. Cependant, la maladie la laissa encore plus fragile, marquée par la sensation qu'elle ne serait jamais capable de combler le vide laissé par la perte de son frère. La discipline rigide de la cour ne laissait aucune place à l'amusement ni à l'affection. Stéphanie se levait tôt, s'habillait seule, rangeait sa chambre, étudiait et priait. Les punitions étaient sévères, s'agenouiller sur des grains secs ou être enfermée dans une pièce noire pendant plusieurs jours. Sa mère croyait que le plaisir était une distraction et l'affection un luxe inutile. Après la mort de son frère, son père envisagea même de déshériter ses filles. En l'année 1874, Stéphanie commença son éducation formelle sous la supervision de sa gouvernante, Mademoiselle Legrand. L'enseignement était rigoureux, centré sur des tâches jugées convenables pour une princesse. Broderie, musique, langue et équitation, mais sans véritable profondeur. La vie de Stéphanie, toujours marquée par la discipline et l'isolement, devint encore plus solitaire après le mariage de sa sœur aînée, Louise, avec le prince Philippe de Saxe-Cobourg-Kohari en l'année 1875. Dès lors, Stéphanie s'occupa de sa sœur cadette, Clémentine, et accompagna sa mère lors de quelques excursions qui faisaient mener partie de son éducation. En l'année 1878, elle fut présentée, à l'âge de 14 ans, à l'impératrice Sissi, et les rumeurs à propos de son mariage commencèrent à se multiplier. Ses parents désiraient pour elle une union prestigieuse, et le nom le plus souvent évoqué
était celui de l'archiduc Rodolphe, héritier de l'Empire austro-hongrois. C'était en mars de l'année 1880. Le jeune Rodolphe, prince héritier d'Autriche, celui qui portait le poids d'un empire sur ses épaules et l'âme tourmentée d'un poète, débarqua à Bruxelles. Il venait à l'invitation du père de Stéphanie, Léopold II, roi des Belges. Stéphanie était tout ce qu'on attendait d'une princesse, belle, bien éduquée, douce et riche. Lorsque Rodolphe la rencontra, il ne perdit pas de temps. Il écrivit à ses parents pour leur dire qu'il avait trouvé ce qu'il cherchait. Il avait déjà écarté plusieurs prétendantes, des princesses de Saxe, des infantes d'Espagne et du Portugal. Mais voilà, il y avait Stéphanie, l'une des dernières princesses catholiques encore disponibles en Europe. 2 jours. C'est le temps qu'il lui fallut pour tout décider. Le 7 mars, la demande fut faite. Son père, avec une solennité glaciale, annonça la décision. « Nous t'avons choisi pour être impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. » Stéphanie, qui n'avait entendu parler de Rodolphe que dans ses leçons, ne savait presque rien de ce prince qui allait désormais devenir son futur époux. Fiançailles annoncées. C'était fait. La jeune princesse belge appartenait désormais au monde opulent et étouffant des Habsbourg. Mais tout le monde ne se réjouit pas. La mère de Rodolphe, toujours fière des racines anciennes de sa maison, fit la moue. Elle n'appréciait guère l'idée d'une princesse issue d'une monarchie aussi récente que celle de Belgique. En revanche, l'empereur, plus pragmatique, donna sa bénédiction sans difficulté. Stéphanie fut alors envoyée à Vienne. Là, elle allait devoir apprendre l'étiquette étouffante de la cour impériale. C'est là que le château de cartes commença à s'effondrer. Les dames de compagnie remarquèrent quelque chose d'étrange. La jeune fille n'avait pas encore atteint la puberté. Et, pire encore, elle ne savait même pas ce que cela signifiait. Personne ne le lui avait jamais expliqué. Une princesse fiancée, ignorante de son propre corps, jetée dans la fosse aux lions sans même comprendre ce que signifiait être une femme. Le mariage fut reporté et Stéphanie, humiliée, dut retourner en Belgique. Pourtant, les jeux d'apparence continuèrent. Des médailles furent distribuées, des titres accordés, tout pour maintenir intacte la façade brillante. Puis, le 10 mai de l'année 1881, à presque 17 ans, elle revint à Vienne. Cette fois, pour se marier réellement. Ce fut un véritable spectacle. La cérémonie dans l'église Saint-Augustin rassembla rois, empereurs, héritiers et toute l'élite de l'Europe. Le futur Édouard VII d'Angleterre était présent. Le jeune empereur Guillaume II d'Allemagne également. Tout semblait parfait, mais derrière les voiles, il y avait des fissures. Le conte de fées dissimulait un mariage forcé, 2 âmes éloignées, un destin fragile, rapiécé à coups de protocole. Mais la nuit de noces, au Luxembourg, ne fut pas celle que Stéphanie avait imaginée. Rodolphe, habitué aux orgies et aux prostituées expérimentées, finit sans doute par effrayer cette princesse vierge. Pourtant, au début du mariage, il y eut des gestes d'affection entre les jeunes époux, avec des surnoms tendres. Cependant, Stéphanie perçut très vite l'instabilité émotionnelle de Rodolphe. Il oscillait entre mélancolie et enthousiasme, et même lorsque tout semblait aller bien, une tension émotionnelle constante planait entre eux. Au cours des premiers mois du mariage, il y eut une tentative d'harmonie, mais Rodolphe était un homme tourmenté, qui s'enfonçait de plus en plus dans des comportements autodestructeurs, cherchant le plaisir dans l'alcool, les femmes et les débats politiques. Stéphanie de Belgique arriva à la cour viennoise et se heurta rapidement à l'étiquette rigide des Habsbourg, un monde complètement différent de celui, plus discret, de la cour belge. Issue d'un environnement plus réservé et sobre, elle se retrouva plongée dans un système hautement ritualisé où tout était réglé, observé et jugé. Ce nouveau monde la rendit extrêmement vulnérable. La relation de son mari avec l'impératrice Sissi était distante et compliquée. Sissi restait rarement à Vienne, préférant les palais hongrois, et la relation qu'il entretenait avec son père, l'empereur François-Joseph, était elle aussi distante. Ainsi, tout comme son épouse, il grandit privé d'affection et animé d'un profond désir de liberté, sans jamais trouver de soutien auprès de ses parents. Stéphanie commença à assumer des fonctions importantes à la cour, principalement lorsque Sissi était absente, ce qui arrivait presque tout le temps. Elle organisait des événements et des réceptions, mais la relation difficile avec sa belle-mère était évidente. L'impératrice Élisabeth ne fit jamais le moindre effort pour dissimuler son mépris. Elle considérait Stéphanie comme une princesse provinciale, dépourvue de raffinement, et, en privé,
Elle l'appelait le horrible chameau. Pour Stéphanie, qui avait grandi dans un foyer où l'affection était une rareté, cette relation tendue avec Sissi rendit son adaptation encore plus douloureuse. Sissi ne l'accepta jamais comme épouse de son fils. Elle était la nièce de Charlotte de Belgique, une figure que l'impératrice méprisait profondément. Elles étaient belles-sœurs. Charlotte avait épousé l'archiduc Maximilien. Les relations entre elles n'avaient jamais été bonnes, et Sissi était convaincue que toutes les femmes de la famille belge étaient folles. Au fil des années, la crise dans le mariage de Stéphanie et de Rodolphe devint de plus en plus évidente. Mais, en l'année 1883, Stéphanie tomba enceinte, et l'on espérait avec anxiété que l'enfant serait un garçon, le prochain héritier, celui qui garantirait la continuité de la dynastie des Habsbourg. Cependant, une fille naquit, à qui l'on donna le nom d'Élisabeth, en l'honneur de sa grand-mère, l'impératrice Sissi. Comme toujours, la naissance d'une fille ne réjouit personne. Néanmoins, Stéphanie était jeune, et l'on croyait qu'elle donnerait bientôt naissance à d'autres enfants en bonne santé. Pourtant, la réalité fut tout autre. Avec le temps et l'absence d'une nouvelle grossesse, pression et critiques commencèrent à surgir. Stéphanie, sans comprendre exactement ce qui se passait, fut conduite chez des médecins qui découvrirent la vérité. Elle avait contracté une maladie vénérienne auprès de Rodolphe, et le traitement à base de mercure la rendit stérile. Incapable d'accomplir le devoir principal attendu d'une épouse impériale, elle perdit tout prestige et fut désormais perçue comme un obstacle à la continuité de la dynastie des Habsbourg. Isolée et rejetée, Stéphanie vit son importance à la cour s'évanouir, ce qui ne fit qu'accentuer la frustration et la distance entre les époux. Ce qui avait autrefois semblé être une union prometteuse pour l'Empire se transforma en un mariage sans affection ni avenir. Rodolphe, de son côté, se sentait de plus en plus prisonnier d'un empire conservateur, en conflit permanent avec son père, l'empereur François-Joseph Ier. En l'année 1888, il entama une relation destructrice avec Marie Vetsera, une jeune baronne de seulement 17 ans. La dernière fois que Stéphanie vit son mari fut lors de la célébration de l'anniversaire de Guillaume II, au début de l'année 1889. Là, bien qu'entouré d'amis et d'admirateurs, Rodolphe se montrait distant, reflet de la tension croissante entre eux. Quelques jours plus tard, le 30 janvier de l'année 1889, Rodolphe et Marie furent retrouvés morts dans le pavillon de chasse de Mayerling, apparemment victimes d'un pacte suicidaire. La nouvelle bouleversa toute l'Europe. Bien que la version officielle ait été celle d'un double suicide, nombreux sont ceux qui nourrissent encore des doutes sur ce qui s'est réellement passé en ce jour funeste. Pour Stéphanie, la tragédie fut dévastatrice. Non seulement elle perdit son mari, mais elle vit également sa position à la cour s'effondrer. Sans héritier mâle et privée de toute pertinence politique, elle devint une figure presque oubliée. Stéphanie resta abasourdie et profondément marquée. Rodolphe lui avait laissé une lettre, non datée, dans laquelle il écrivait « Chère Stéphanie, tu es libre de ma terrible présence. Sois heureuse dans ton destin, sois bonne avec la pauvre petite fille, qui est la seule chose qu'il reste de moi. » Après la tragédie, son désir fut clair, fuir l'atmosphère oppressante de Vienne et de la cour, qui lui semblait désormais insupportable. Elle souhaitait retourner dans la maison de ses parents, à Bruxelles, mais ni l'empereur François-Joseph ni son propre père, Léopold II, ne lui permirent de quitter l'Autriche. En tant que tuteur de sa fille, Élisabeth Marie, qui n'avait alors que 5 ans, l'empereur insista pour que Stéphanie reste, justifiant sa décision par le fait qu'elle devait se consacrer au bien-être de l'enfant. Malgré cela, Stéphanie obtint la permission de passer quelques mois au château de Miramar, près de Trieste, où elle vécut recluse, cherchant à se reconstruire et à se consacrer à la maternité. Dans les premières années qui suivirent la mort de Rodolphe, Stéphanie mena une vie solitaire, recherchant la compagnie de sa fille et tentant de trouver quelque réconfort dans son chagrin. Mais la relation entre la mère et la fille se refroidit peu à peu. Stéphanie s'éloigna de l'enfant, qui fut ensuite élevé principalement au sein de la famille de son père. Avant de devenir veuve, après avoir découvert que Rodolphe l'avait infectée, elle avait entamé une relation secrète avec le comte polonais Arthur Władysław Potocki, aristocrate, chambellan de la cour à Vienne et membre de la Chambre des seigneurs du Parlement autrichien. Seule sa sœur Louise était au courant de cette relation. Durant les jours sombres qui suivirent la mort de Rodolphe, Arthur resta proche de Stéphanie, lui offrant son soutien. Cependant,
La santé d'Arthur était fragile, et après une opération à la langue, il perdit la capacité de parler. Et, un peu plus d'1 an après la mort de Rodolphe, le comte décéda, laissant Stéphanie profondément attristée. Une perte de plus dans une vie déjà marquée par la douleur et la tragédie. À la cour de Vienne, Stéphanie dut supporter la froideur de l'impératrice Élisabeth, qui l'évitait ouvertement, ainsi que celle de l'empereur lui-même, dont la distance rendait sa présence de plus en plus insupportable. Bien qu'elle conservât le titre de princesse héritière, Stéphanie ne jouait plus aucun rôle à la cour, et il lui était interdit de représenter l'impératrice. Isolée, sans soutien et sans aucune fonction officielle, elle se mit à voyager fréquemment, se consacra aux arts et entreprit de longs périples. Presque 10 ans après la mort de Rodolphe, une autre tragédie de grande ampleur ébranla l'Empire austro-hongrois. Le 10 septembre de l'an 1898, l'impératrice Élisabeth fut assassinée à Genève. Bien que la relation entre Stéphanie et l'impératrice ait toujours été distante et froide, la nouvelle de la mort d'Élisabeth bouleversa profondément Stéphanie. Elle reconnut, même de loin, l'importance de l'impératrice dans sa propre histoire et dans le destin de la dynastie. Dans une tentative de repositionner Stéphanie au sein de la maison impériale, l'empereur François-Joseph et le roi Léopold II envisagèrent un nouveau mariage pour elle, cette fois avec l'archiduc François-Ferdinand, devenu le nouvel héritier. Cependant, François-Ferdinand rejeta cette proposition. Il était épris de la comtesse Sophie Chotek, dame d'honneur à la cour des Habsbourg, qu'il insista pour épouser malgré l'opposition de l'Empire. Stéphanie, pour sa part, souhaitait épouser un noble de moindre prestige, le comte Élémer Launier, un aristocrate hongrois d'origine modeste et de surcroît de confession protestante. Craignant la réaction de son père, Stéphanie n'osa pas lui faire part directement de ses projets. En octobre de l'an 1899, elle écrivit une lettre à la reine Victoria, espérant que la souveraine anglaise pourrait intercéder en sa faveur. La réponse fut favorable, mais Léopold II réagit avec fureur, refusant catégoriquement d'autoriser le mariage et adressant une lettre sévère à la reine, affirmant qu'elle ne devait pas s'immiscer dans des affaires qui ne la concernaient pas. Se sentant trahi de ne pas avoir été informé directement, Léopold rompit définitivement avec sa fille, lui interdisant de retourner en Belgique et menaçant de lui retirer son titre d'Altesse royale. Il interdit également à sa fille cadette, la princesse Clémentine, tout contact avec Stéphanie, et alla jusqu'à envisager de supprimer sa pension annuelle de 50 000 francs. Enfin, le 22 mars de l'an 1900, 11 ans après la tragédie de Mayerling, Stéphanie épousa le comte Élémer Launier au château de Miramar, un mariage d'amour malgré toutes les oppositions. François-Joseph, bien que mécontent, donna son autorisation formelle, mais, comme conséquence directe de cette union, Stéphanie perdit son titre impérial ainsi que sa position à la cour des Habsbourg. Sa fille, Élisabeth Marie, resta à Vienne sous la tutelle de l'empereur. La presse autrichienne, comme le journal Die Presse, présenta le mariage de Stéphanie avec le comte Élémer Launier comme un geste romantique et audacieux. Le couple s'installa d'abord au palais Zichy, à Vienne. 2 ans plus tard, elle reçut la nouvelle de la mort de sa mère, la reine Marie-Henriette. Stéphanie partit aussitôt pour la Belgique. Cependant, le roi Léopold II refusa de la voir. Humiliée et rejetée, Stéphanie fut contrainte d'abandonner l'idée de participer aux cérémonies funéraires de sa propre mère. Des années plus tard, en l'an 1909, Stéphanie dut affronter la mort de son père, Léopold II. 2 jours avant sa disparition, elle tenta une nouvelle fois de se réconcilier avec lui, mais elle fut rejetée sans ménagement. Sa sœur Louise revint également en Belgique après le décès de leur père. Le roi défunt avait dissimulé une grande partie de sa fortune dans des entreprises fictives en Allemagne et en France, non seulement pour empêcher ses filles d'en hériter, mais aussi pour faire en sorte que cette fortune revienne finalement à sa maîtresse. L'État belge, cherchant à éviter un scandale, offrit aux 3 filles du roi une compensation qui parut dérisoire, 2 millions de francs pour chacune. Après des années de batailles judiciaires et de pétitions, elles réussirent à porter cette somme à 5 millions. Stéphanie et Élémer résidèrent au château d'Orosvar, situé dans l'actuelle Slovaquie. Le couple reçut des invités distingués, tels que l'archiduc François-Ferdinand, héritier de l'Empire austro-hongrois, et son épouse morganatique, encore marginalisée par la cour de Vienne.
Lorsque le 28 juin de l'an 1914, Stéphanie apprit l'assassinat de François Ferdinand et de son épouse à Sarajevo, elle crut fermement que l'empereur souhaitait la mort de son neveu pour avoir osé le défier. Stéphanie affirma même avoir averti le couple du danger, estimant que François-Joseph était au courant de la menace. 4 semaines plus tard, le continent sombra dans la Première Guerre mondiale. Stéphanie aménagea un petit hôpital dans sa résidence. Pendant que son mari assumait un rôle de direction à la Croix-Rouge autrichienne, Stéphanie servait d'infirmière à domicile, s'occupant des blessés. En novembre de l'an 1916, la santé de l'empereur François-Joseph se dégrada drastiquement. Sa famille fut convoquée à Vienne pour être à ses côtés dans ses derniers instants. Le 21 novembre, après 68 ans de règne, l'empereur s'éteignit. Stéphanie et sa fille participèrent aux funérailles solennelles, assises dans la 3e rangée, éloignées du trône, mais suffisamment proches pour être témoins de la fin d'une époque. En janvier de l'an 1917, le nouvel empereur Charles accorda au mari de Stéphanie le titre de prince hongrois, avec le style de « Son Altesse Sérénissime », en reconnaissance de sa position au sein de la noblesse. Cependant, après l'armistice, en mars de l'an 1919, toute la famille impériale fut contrainte de quitter définitivement l'Autriche. Mais cette mesure ne toucha pas Stéphanie, qui, durant les années suivantes jusqu'au début de la Seconde Guerre mondiale, continua de mener une vie paisible au château d'Orochevar, aux côtés de son mari. La séparation de la politique et de la cour impériale leur permit enfin de trouver la paix, loin des tensions qui marquaient le règne des Habsbourg. La relation entre Stéphanie de Belgique et sa fille Élisabeth-Marie fut marquée par la distance et la froideur depuis la mort de Rudolf. Cependant, durant cette période, Élisabeth-Marie, qui vivait en Basse-Autriche, entretenait une relation affectueuse avec sa mère, principalement par correspondance. En 1922, Stéphanie eut la joie de rencontrer ses 2 petits-enfants, Franz Joseph et Ernest. La dernière lettre de Stéphanie à sa fille date de 1924, la même année où Élisabeth-Marie se sépara de son mari. En 1925, Élisabeth-Marie assista aux noces d'argent de sa mère. Mais après cet événement, les deux ne se rencontrèrent plus jamais en personne. Leur relation se fit encore plus distante lorsque Stéphanie commença à regarder sa fille avec un œil critique et condamnatoire. Stéphanie croyait qu'Élisabeth-Marie était possédée par le diable et ne pouvait tolérer l'immoralité de sa vie amoureuse. En 1923, Stéphanie commença à écrire ses mémoires avec l'aide du biographe Egon Kort. Cependant, des années plus tard, elle mit fin à la collaboration, décidant de continuer seule. Le manuscrit fut rejeté par plusieurs éditeurs en Allemagne et à Londres. Mais, en 1934, une maison d'édition accepta de le publier, le diffusant en allemand sous le titre « J'aurais dû être impératrice ». Le livre fut censuré en Autriche. 2 ans plus tard, il fut traduit et publié en français. À partir de 1944, Stéphanie et son mari Elmer, désormais âgés, menaient encore une vie relativement active, voyageant occasionnellement et rencontrant d'autres souverains exilés, tels que Ferdinand, le tsar déchu de Bulgarie, et l'ancienne impératrice Zita, son amie. Cependant, avec le temps, le couple commença à s'isoler de plus en plus, cherchant une vie retirée, dédiée aux activités religieuses. Et, à partir de 1944, la seule constante dans leur vie privée fut leur chapelain, le moine bénédictin Géza Carcé. Elle rédigea son testament, déshéritant sa fille Élisabeth-Marie à cause de son divorce et de sa relation avec Léopold Petzneck, un député social-démocrate. Dans ce testament, elle légua ses biens à l'ordre des bénédictins. Cette décision, marquée par la déception et l'amertume, fut l'expression finale du rejet et de l'éloignement envers une fille qui n'avait jamais réussi à se rapprocher de sa mère. En 1944, pendant la guerre, le château de Stéphanie fut occupé par les SS et elle et son mari Elmer furent contraints de vivre isolés dans une partie de la propriété. L'année suivante, avec l'arrivée des Soviétiques et la détérioration de la santé de Stéphanie, le couple trouva refuge à l'abbaye de Panon-Alma, sous la protection de la Croix-Rouge. Le 23 août 1945, à l'âge de 81 ans, elle s'éteignit, victime d'un AVC, sans la présence de sa fille ni de ses descendants. Son mari lui survécut de moins d'1 an. Son corps fut déposé dans la crypte de l'abbaye, sans aucun deuil royal, sans sonner les cloches en son honneur, sans la reconnaissance qu'elle n'avait jamais eue de son vivant.
La Belgique l'avait oublié, l'Autriche l'avait répudié. Stéphanie, l'impératrice qui ne le fut jamais, laissa derrière elle des souvenirs révélant une vie marquée par la frustration et la résilience. Loin du rôle qui lui avait été imposé, elle affronta seule les pertes et les humiliations d'une cour qui la rejetait. Son histoire n'est pas celle de la gloire, mais de la survie, la lutte silencieuse contre un destin qui a tenté de l'étouffer, sans jamais réussir pleinement à l'effacer complètement.